Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous remercie de votre présence de ce colloque qui a été préparé pour la paix en Afghanistan, en remerciement des experts, des scientifiques, des universitaires et des personnalités politiques des différentes visions. Avant qu'on commence notre programme, puisque la plupart des intervenants et des participants sont afghanophones, je me permets d'abord communiquer un bienvenue avec leur langue, et puis après, je reviendrai vers vous. خانم‌ها آقایان، از اینکه افتخار فرمودید در این جلسه‌ای که در آکادمی ژئوپلیتیک پاریس برای برگزاشت و بزرگداشت و برگزاری مقدماتی آینده صلح در افغانستان تشریف آورده اید، از حضور شما تشکر میکنم. سالهای سال است ما با افغانستان آشنا هستیم. با مسائلی که در افغانستان پیش اومده. حضور شما امروز در این آیین، در این جلسه نشانگر این خواهد بود که ما بتوانیم نظریات شما رو منعکس کنیم. این نظریات شماست که میتونه جلب توجه دیگر همکاران ما که کارهای پژوهشی و تحقیقاتی در این مؤسسه انجام میدن نمایانگر بشه. مجددا از حضورتون سپاسگزارم. Mesdames et messieurs, avant qu'on commence notre travail, a été prévu que j'intervienne sur la paix en Afghanistan. Quelles sont aujourd'hui les perspectives pour une paix durable en Afghanistan? La guerre et la paix sont indissociables. La recherche de la paix est souvent à l'origine de la guerre, soit pour la maintenir en imposant sa manière de vivre, soit qu'on cherche à établir au nom d'une religion ou d'une idéologie une conception universaliste de la paix. Ce constat est plus que jamais d'actualité pour l'Afghanistan. Depuis des siècles, les interventions militaires des grandes puissances ont été faites au nom d'une certaine conception de la paix et de la sécurité. L'Afghanistan est une réalité géographique plutôt que politique. Elle fut au cœur de divers projets de paix impériale. Au XIXe siècle, elle fut la victime collatérale du grand jeu entre l'Empire britannique et l'Empire russe. L'expansion de l'Empire russe en Asie centrale fut justifiée par la nécessité de sécuriser les voies commerciales dans un espace instable avec en prime les justifications civilisatrices. Au XXe siècle, dans le contexte de la guerre froide, elle fut l'objet de compétitions entre l'URSS et les États-Unis.
L'intervention soviétique en Afghanistan en 1979, plus motivée par la volonté de sécuriser la frontière sud de l'URSS que par la crainte d'un rapprochement de l'Afghanistan avec les États-Unis. Crainte qui passait crédible après la défection de l'Égypte en 1976 et d'entendre la sphère du camp socialiste. La guerre soviéto-afghane qui prit fin en 1989 fut l'un des facteurs qui a précipité la dislocation de l'URSS et discrédité la machine de guerre soviétique. Aujourd'hui, comme hier, les conflits locaux afghans sont magnifiés par les conflits internationaux ou transnationaux. Le retour des talibans, la retraite déshonorable des États-Unis, présents sur le terrain depuis 2001, marque la fin symbolique d'un autre projet de paix impériale lancé par George W. Bush depuis 2001. Après les attentats du 11 septembre visant à créer la paix démocratique par la force. Tous ces projets de paix impériale ont échoué et le pays a gagné la réputation d'être le tombeau des empires. En 2021, les Américains ont rendu le pouvoir aux talibans en échange de garanties de sécurité et de ces dernières applications à la lettre. Quant à la Chine, puissance montante dans la région, elle se contente d'investir et de prospecter les métaux de terre rares ayant elles aussi obtenu les talibans la non-interférence dans sa politique répressive vis-à-vis de la minorité ouïghour. La conjoncture actuelle semble favorable à une certaine stabilité, une paix par le respect de rapports des forces et des équilibres où la peur chaos engendre une sorte de consensus à minima chez les puissances aux intérêts divergents. Avec les États-Unis, la paix repose sur le respect des clauses de l'accord de Doha. Le Pakistan voisin, malgré ses visées hégémoniques, n'a pas non plus besoin d'un État en proie à l'anarchie ou à la guerre à ses frontières. Les talibans, ayant réussi à établir leur domination à l'intérieur, la charia et la sécurité, le sont tout autant vis-à-vis des puissances extérieures dans le contexte d'un monde multipolaire, de plus en plus instable. Contrairement à l'État islamique présent en Afghanistan, les talibans paraissent avoir renoncé du djihad international au nom de la sécurité intérieure. Ils sont aussi rassurés Téhéran en ménageant la minorité chiite persophone. D'ailleurs, la constitution d'un bloc anti-occidental
comprenant la Russie, l'Iran et la Chine, ouvre aux talibans une marge de manœuvre non négligeable. Talibans, Russes, Chinois et Iraniens se sont accordés dès octobre 2021 pour renforcer leur collaboration sécuritaire moyennant la promesse d'un gouvernement inclusif. Le précédent syrien montre que la Russie est peu regardante concernant la nature du régime du moment où celui-ci est capable d'exercer la souveraineté sur son propre territoire et se montre disponible pour la négociation. Pour la Russie, l'Afghanistan est un élément clé du dispositif de sécurité de sa frontière sud. Il semblerait par ailleurs que le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022 ait été motivé en partie par le spectacle de la retraite américaine à sa perception de l'Occident comme étant faible à l'inefficace. Selon certains observateurs, la stratégie actuelle des États-Unis rappelle aujourd'hui celle du temps de la guerre soviéto-afghane. Épuiser les ressources de l'adversaire sans engager ses propres troupes. Quoi qu'il en soit, la guerre en Europe et les développements inquiétants en Asie autour de Taïwan et au Proche-Orient signifient que l'Afghanistan n'est plus aujourd'hui une zone prioritaire pour les grandes puissances. Si le contexte régional et global semble favoriser la paix par l'équilibre, le maintien de la paix à l'intérieur dépendra de la capacité du Taliban à la fois de lever les taxes, d'administrer la justice et de maintenir l'ordre, construire des institutions viables et de l'aptitude au compromis indispensable pour maintenir l'unité nationale au sein d'une société divisée par des allégeances tribales. La délégitimation du gouvernement précédent est due en grande partie à la corruption massive et à son incapacité à réduire la pauvreté et l'inégalité sociale. Selon le World Survey, qui était l'évolution des valeurs et des croyances autour du monde, l'Afghanistan fait partie de ce pays dans lequel les valeurs de survie priment sur les valeurs d'expression de soi et les valeurs traditionnelles principalement issues des religieuses et du culte de l'autorité et priment également sur les valeurs séculaires. Pour l'instant, cette situation est favorable aux talibans, mais la persistance des problèmes sociaux et le retour de la corruption pourraient saper les fondements de légitimité de l'islam politique, qui était présenté comme une solution d'une alternative. La culture est une arme à deux tranchants.
Elle permet à la société de fonctionner, mais engendre aussi la violence. L'impératif de suivi économique peut entrer en tension avec les valeurs collectives et individuelles. Les normes sociales rigides, conjuguées avec la pauvreté persistante, engendrent la frustration et minent la cohésion familiale, ou clanique qu'elles avaient la fonction de préserver. Les femmes et les filles apparaissent déjà comme les grandes perdantes de la paix taliban. Mais l'action de ces mêmes facteurs pourrait aussi engendrer une nouvelle génération d'extrémistes religieux encore plus radicaux. Dans un tel cas de figure, la paix pourrait-elle être établie? Je vous remercie de votre attention.